Marseille, 9 février 1987. Il est 8 h du matin. La ville s'éveille doucement. Dans le quartier des 5 avenues, c'est une paisible journée d'hiver qui s'annonce. Une journée comme les autres, en apparence. Ce matin-là, je mets mon talkie-walkie en route. Michel Icard est inspecteur à la PJ de Marseille. À 8 h 05, il est dans son bureau à l'évêché, l'hôtel de police de la ville. Et à 8 h 10, j'entends un appel du PC, de Mélina, qui dit « Agression à main armée, prise d'otage, coup de feu, casse les parts des 5 avenues ». On était à l'époque équipés de ce qu'on appelle nous des scanners, ce qui étaient des longues boîtes, tu sais, noires. Et donc avec ça, on pouvait capter les ondes de la police et on a été au courant dans l'instant des affaires brûlantes qui nous amenaient nous aussi sur le terrain. José Darigo est à l'époque spécialiste des faits divers au quotidien Le Méridional. Il est l'un des tout premiers à apprendre la nouvelle. La nouvelle s'est répandue très vite, puisqu'avec les confrères de la Marseillaise, du Provençal et donc moi-même du Méridional, on était sur place à 9 h même le matin. Quand on roulait vers le quartier des 5 avenues, visiblement il y avait un grand affolement qui régnait sur les ondes de la police. Alex Panzani, correspondant pour TF1, a lui aussi accès aux ondes de la police. Il comprend très vite qu'il se passe quelque chose de grave devant la caisse d'épargne des 5 avenues. Au même moment, les premiers journalistes arrivent sur place, au milieu des échanges de coups de feu entre malfaiteurs et forces de l'ordre. Les premiers témoins leur racontent la tentative de hold-up qui vient de se dérouler sous leurs yeux. Les journalistes, les policiers, les autorités, tout le monde a les yeux braqués sur l'agence des 5 avenues et sur les 23 personnes retenues en otage. Les échanges de coups de feu se sont calmés. Il règne un silence inquiétant. La police décide alors de se brancher sur les micros du système de sécurité de la salle des coffres. Il est 9 h. En moins d'1 heure, tout le quartier a été bouclé. Les malfaiteurs sont cernés. Ils commencent à s'attaquer à la salle des coffres sans se préoccuper de la présence de la police. Dehors, responsables politiques et policiers se concertent et décident très vite de faire appel au GIPN, le groupe d'intervention de la police dirigé par le commissaire Nguyen Van Loc, dit le Chinois. Le commissaire Van Loc pense qu'à la seule idée d'entendre sa voix au bout du fil, les malfaiteurs vont prendre peur. Mais contre toute attente, l'individu qui décroche ne va pas se laisser impressionner. Il m'a dit « Bon, c'est moi, Nguyen Van Loc, tu sais qui je suis ?» Et l'autre lui a dit « Va te faire foutre » ou quelque chose de ce style-là, et a raccroché le téléphone. Visiblement pour montrer qu'il n'était pas impressionné. Donc la partie commençait. Les preneurs d'otages refusent le contact, puisque leur objectif est de gagner du temps. Refusent le contact et disons qu'ils rejettent les propositions, ils rejettent vertement et avec un langage non châtié les propositions du chef du GIPN. Et Van Loc va demander des moyens supplémentaires. Hein. Alors, il va dire il me faut 2 hélicoptères, je crois, et il me faut 2 engins blindés. Alors, 2 hélicoptères, ça peut effectivement se comprendre, hein, mais 2 engins blindés, on se demande pourquoi faire, quoi. La situation m'était insaisissable. Louis Bartholomé est procureur de la République adjoint. C'est lui qui coordonne depuis le matin l'action des forces de police. Et donc ça commençait à paniquer autour de moi. Je faisais l'objet de demandes insolites. À un moment donné, je me souviens qu'on m'a dit « je voudrais un tank ». Là, je me suis énervé. Je crois que je lui ai dit « vous ne voulez pas la 2e division blindée avec le général Leclerc ?» Van Loc aurait répondu je connais très bien les gens de la Légion étrangère à Aubagne, ils ont ce qu'il faut, ils ont le matériel sous la main, ils peuvent nous envoyer 2 blindés. Et alors là, ça a quand même, paraît-il, inquiété les autorités, parce que là, on faisait appel à l'armée française, tout simplement, alors pourquoi faire? Pour donner l'assaut, pour se protéger, c'était pas clair du tout. Ce qui me faisait peur plutôt, c'est de contrôler l'héroïsme. Il était plutôt capable aussi de mettre sa vie en danger. Et il y avait quand même 30 otages là-bas en face. Et Van Loc lui a donné sans doute l'impression à 10 h du matin, 11 h du matin, d'être un bout de feu. Van Loc lui a dit « je vais faire comme ça, mes hommes je les mets là, je les tue tous,
on libère les otages. Vous voyez, c'était carré. Il avait fait son plan, sauf que c'était extrêmement dangereux. J'ai dit au préfet, je lui ai suggéré, puisque je n'ai pas d'ordre à lui donner, je n'ai que des suggestions, mais c'était une forte suggestion, je crois que vous m'avez compris, que j'aimerais qu'on ait tous les biscuits dans notre sac, et que peut-être en faisant venir le raid, on ne serait pas de trop. 23 otages, des malfaiteurs imperturbables et une prise d'otages qui dure à présent depuis 3 heures. Les autorités décident de faire appel au RAID, la toute nouvelle unité d'élite de la police nationale. 70 hommes surentraînés, meilleurs parmi les meilleurs, tous volontaires, sortis des services les plus performants de la police, c'est le RAID. Recherche, assistance, intervention, dissuasion, dirigé par 2 super flics, Robert Broussard, patron des polices urbaines, et le commissaire Mancini. À part les coups de marteau qui continuent de résonner en provenance de la salle des coffres, aucune information ne filtre de l'intérieur de la banque. À l'extérieur, la tension est palpable. Personne ne connaît les intentions des malfaiteurs. L'arrivée du commissaire Broussard et de son équipe pourra-t-elle débloquer cette situation ? 13 heures. L'avion de Robert Broussard atterrit à Marseille. Une demi-heure plus tard, il est devant la caisse d'épargne. En tant que directeur central des polices urbaines, Robert Broussard est le supérieur hiérarchique de Van Locke. Avec les hommes du RAID, il va prendre le contrôle de la situation. Mais la collaboration va s'avérer très délicate. Vers midi, arrivée de Broussard et donc humiliation extrême pour Nguyen Van Locke, qui a réussi pendant 14 ans des prises d'otages, à dénouer des situations très dangereuses, à tuer des malfaiteurs qui tenaient en otage des innocents, qui a une réputation formidable dans la police, de combattant, de courageux, de téméraire quelquefois. Et avec la rigueur que peuvent avoir 2 hommes de la police pour s'adresser l'un à l'autre, y compris en termes de hiérarchie, M. Nguyen Van Locke a demandé à M. Broussard qui continuait à mener l'opération. Et à ce moment-là, M. Broussard a dit « c'est moi qui prends les affaires en main ». Et donc à ce moment-là, M. Nguyen Van Locke a répondu « eh bien, maintenant l'opération est de votre responsabilité ». Les Parisiens prennent le contrôle de la situation. Tandis que les hommes du RAID se positionnent autour de la banque, Robert Broussard se met en quête d'un nouveau QG opérationnel. Le cabinet était bien placé pour eux parce qu'il était en face mais un peu sur le côté. Jacques Basset est dentiste. Son cabinet est idéalement placé et va devenir le nouveau QG de la police. Les voyous ne pouvaient pas tirer directement. Et les autres voyaient bien sur le côté, ils l'apercevaient bien. Et ils ont essayé par la suite d'accéder à l'appartement qui était juste en face, mais ils n'y sont pas restés parce qu'il y a eu un coup de... Les voyous ont tiré un coup de revolver dans les volets. Alors ils sont revenus, ils sont restés chez moi. Il y avait une fenêtre un peu avancée dans l'angle, juste au-dessus de l'entrée du magasin en bas. Et c'était un peu protégé, et protégé aussi. C'était bien. Donc on aurait dit que c'était fait exprès. 15 heures. Devant la banque, la police est déconcertée par l'attitude des malfaiteurs. Mais un nouvel événement va peut-être changer la donne. Un appel anonyme vient de parvenir à la gendarmerie de Plombières. Les malfaiteurs auraient prévu de fuir par les égouts. L'information est transmise au QG de la police. C'est le branle-bas de combat. Robert Broussard se fait communiquer un plan des égouts et y fait immédiatement descendre une équipe de policiers et d'égoutiers de la ville. Sans succès. Les égouts sont intacts. Aucune trace de passage. La piste souterraine est une fausse piste. Tout le monde est à présent certain que les malfaiteurs sont bel et bien coincés dans la banque et qu'ils vont tenter une sortie en force. On entend toujours, nous journalistes, on entend toujours le bing bang, des gens qui tapent à l'intérieur. On se dit qu'ils continuent effectivement à casser les coffres, qu'ils n'en ont pas assez et qu'ils vont bientôt sortir. Ah oui, moi je pensais qu'ils étaient faits là. Oui. Que ça pouvait durer. Comme durent souvent les prises d'otages, plus ou moins longtemps, mais qu'au final... Le problème, c'est toujours les sautages. Parce que sinon, on envoie les mecs, là, avec les gaz et tout, et les types, ils étaient quoi? Ils étaient 7-8, hein. Et peut-être pas tous armés. Ils hésitaient pour beaucoup de choses, ils avaient peur qu'il y ait des risques. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit attaquer ou pas attaquer? Est-ce qu'on doit... Alors là, ils ont dit il vaut mieux éviter, parce que ça risque d'être dangereux. Ils ont demandé aussi un grand drap de lit.
un grand drap de lit blanc. Pourquoi faire? Pour se mettre dessous, eux, avec les otages, de telle sorte que ça forme un grand magma humain, indiscernable, indéfinissable, et que les policiers ne puissent plus tirer, puisqu'ils ne savaient pas du tout qui était dessous. Par définition, il y avait un grand drap. Vous voyez, ce qui devait permettre une fuite, c'était très intelligent comme stratagème. Et là, on est berné, on se dit, mais attendez, mais c'est grave, ils vont sortir avec le drap, on s'imaginait, on était en plein fantasme. Alors ils vont sortir, ils vont s'engouffrer dans ces espaces. L'autre banquier qui va amener les 30 millions de francs en liquide. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde s'attend désormais à ce que les malfaiteurs tentent une sortie par la porte avec leurs otages. Mais leur façon d'agir est déroutante. Ces individus ont apparemment raté un hold-up, ils sont cernés par le RAID, le GIPN, plus de 300 policiers depuis près de 10 heures, et pourtant, ils continuent tranquillement leur besogne, rappelant mécaniquement leurs exigences quand on essaie de les joindre au téléphone. La situation est incompréhensible. Presque 19 heures, la nuit tombe sur Marseille. Cela fait un bon moment que les ravisseurs ne donnent plus de nouvelles. Seul indice de leur présence, le bruit de marteau qui provient de la salle des coffres. Devant la banque, chacun s'apprête à passer une nuit de siège. Le soir, le procureur prend le relais, je pars me reposer, je me resterai chez moi, quoi. Donc il est 6 heures quand je pars. Dès que je rentre chez moi, je dis qu'on est parti pour un siège de toute la nuit et que de toute façon on les tient. On s'apprête à passer une nuit hollywoodienne, si vous voulez, avec feu d'artifice à l'arrivée. On s'attend à un feu d'artifice, quelque chose d'assez exceptionnel, donc on va se munir de sandwich. Chacun s'apprête à bivouaquer sur place. Dans le cabinet du docteur Basset, on a allumé la télévision et on mange des sandwichs en écoutant les journalistes faire le point sur cette journée qui n'en finit pas. Il y avait Bigourou à côté de moi, il y avait Broussard. Nous regardions la télévision, parce que derrière, j'avais un appareil de télévision et on assistait sur France 3, il y avait toutes les missions. Qui s'était photographié, c'était filmé. Si la tension monte, c'est l'état de siège. Tout le secteur a été évacué. Les hommes du GIPN sont postés un peu partout, sur les toits, autour de la banque. Les commissaires Broussard et Nguyen tentent toujours de négocier, bien sûr, pour préserver la vie des otages. Mais pour l'instant, les négociations piétinent. Le commissaire Broussard vient d'annoncer que les contacts avec les malfaiteurs sont très difficiles et très rares. Alors, on attend le dénouement de cette affaire. Statu quo donc pour l'instant. Alors, à tout à l'heure peut-être pour de nouvelles informations. Je vous entends, Jacques, je vous entends. Je n'ai pas plus de précision. Je peux vous dire qu'ici c'est la panique, que les gens courent dans tous les sens. Alors apparemment, effectivement, les malfaiteurs se sont rendus, mais je n'ai pas plus de précision pour l'instant. Ça court dans tous les sens, on fait évacuer tout le monde et c'est tout ce que je peux vous dire, Jacques. Et à ce moment-là, ils sont tous allés voir à la fenêtre et en effet, ils ont vu la même image que sur la télévision. Ils sont tous descendus. À partir de là, tout le monde a disparu. Dans le quartier, la police court dans tous les forces de l'ordre, court dans tous les sens, mais je n'ai pas plus de précision. Est-ce que vous avez vu des otages? Est-ce que vous avez vu des personnes sortir? Non, moi personnellement je n'ai pas vu je vous dis, je n'ai vu que les forces de l'ordre et actuellement toutes les forces de l'ordre sont massées justement devant l'entrée de l'agence de la caisse d'épargne. Après 11 heures d'attente, la porte de la caisse d'épargne vient de s'entrouvrir. Dans la rue, c'est la panique. Tous les policiers sont prêts à faire feu. Et puis, un petit monsieur, alors un homme assez malingre, sort avec, je ne sais pas ce qu'il avait à la main, une espèce de... pas un couteau, il avait un pied de biche, je crois, à la main, mais bien habillé, avec cravate et tout. Il lève les mains, il dit « C'est fini, ils sont partis, ne me tirez pas dessus ». Le pauvre type avait peur parce qu'il savait qu'il y avait pas mal d'armes braquées sur lui. Donc il dit, c'était le directeur de la caisse d'épargne qui a dit « C'est fini, ils sont partis ». C'est le chef de l'agence qui vient prévenir les forces de l'ordre. Celles-ci ne peuvent que constater la disparition des malfaiteurs. Tous les otages sont libres et sains et saufs. Il y en a 23, ils sont immédiatement évacués. Pour eux, c'est la fin du cauchemar après 12 heures de détention. Comment ça s'est passé? Comment ils se sont comportés avec vous? Très correct, poli. Une petite menace, le genre, on est très gentil, on peut devenir très méchant. Mais on a senti qu'ils n'avaient pas l'intention de faire. Enfin, moi, j'avais ressenti, j'avais pas l'intention qu'ils voulaient faire un carton, quoi, moi. Ils étaient violents, non? Non, avec nous, pas du tout. Bon, ils ont mis deux, trois coups de pétard dehors, mais pour faire un peu peur, j'imagine. Enfin, je sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça. Toute la
journée, les casseurs ont fait croire qu'ils étaient coincés dans la banque. Mais au moment où les otages sortent, la police pénètre dans l'agence. Au sous-sol, plus de 120 coffres ont été fracturés. Les malfaiteurs viennent de disparaître avec l'équivalent d'1,5 million d'euros en liquide et en bijoux. Seule piste, un trou béant qui semble plonger vers les égouts de la ville. À ce moment-là, on repart dans les égouts et on finit par découvrir que là où étaient passés les hommes de Broussard, une partie du mur était ouverte et il y avait un tunnel qui pénétrait. Donc, grand affolement, les voitures partent de tous les côtés, car le réseau d'égouts va vers le Jarret, qui est couvert par le boulevard Saint-Quinquini. Les gens se précipitent à l'embouchure de l'Uvonne, de l'autre côté. On arrête un brave homme qui marche sur le trottoir avec une salopette couverte de boue, qui devait être un brave homme qui sortait d'un chantier. On le libère quelques temps après parce qu'il n'avait rien à faire avec l'histoire. Et à ce moment-là, la légende de casse de la caisse d'épargne de Marseille commence à se mettre en place. Mais ce qui reste à ce moment-là, Broussard n'a pas réussi à les arrêter. Broussard avait le masque, hein, c'est certain. Broussard et ses hommes avaient le masque. Et visiblement, ils ne comprenaient toujours pas sur tout ce qui s'était passé. Parce que dans les minutes qui ont suivi, bien sûr, ils ont compris qu'ils étaient partis par les égouts, mais ils ne comprenaient toujours pas comment ils avaient pu partir par les égouts alors qu'ils avaient inspecté les égouts, qu'ils n'avaient rien vu. Donc à ce moment-là, ils n'ont pas tous les éléments. Tous avaient la tête de gens qui ont été bluffés, qui ont été bernés, mystifiés, stupéfiés. Je ne sais pas, on pourrait monter des termes. Le seul qui souriait sous cape, c'était Nguyen Van Lock. Du style, je vous l'avais bien dit, l'autre là, le barbu, c'est un rigolo. Oui, les unes se font un plaisir de persifler la police et le commissaire Broussard. Exemple, la Marseillaise, les coffres et la malle. Le Provençal, la police piégée, des milliards pour les taupes. Quant à Varmatin, il ironise, assiégé par les policiers, il fuit par les égouts. Sans compter les éditos du type, les superflus qui ont été bernés ou des truands qui s'envolent et les policiers penauds dans le méridional. Bref, c'est l'escalade. A priori, vous l'avez vu, c'est la police qui se retrouve sur la sellette. C'était le grand éclat de rire général, la bonne blague marseillaise qu'on racontait dans les bistrots et on se tapait sur de grandes claques dans le dos en disant « T'as vu ce qu'ils ont fait? T'as vu les flics, comment ils se sont fait avoir ?» Et ça, c'est typiquement marseillais, effectivement. Il y a toujours ce côté, on est un peu davantage du côté des voleurs quand ça se passe bien que du côté des gendarmes. Ça m'énerve pas parce que c'est pas rigolo de prendre déjà un otage comme ça et puis de faire échec. Que la police fasse échec après. La police ne va pas se remettre de cette journée du 9 février 1987. Dès le lendemain du casse, Pierre Kilichi, le directeur régional des polices urbaines, fustige les méthodes de travail du ministère de l'Intérieur et dénonce publiquement l'intrusion de Robert Broussard dans les affaires marseillaises. L'institution est profondément déstabilisée par l'échec du casse de la caisse d'épargne. Pierre Kilichi avait prévu dans une interview que des têtes tomberaient. Il ne savait sans doute pas que la sienne serait la première. Comment une équipe de malfaiteurs, apparemment enfermée dans une banque, a-t-elle pu se volatiliser au nez et à la barbe des meilleurs policiers de France? Cela ressemble à de la magie. Et comme dans un tour de magie, il y a forcément un truc. Alain Polo, le responsable de l'agence qui n'était pas dans la banque ce jour-là, a recueilli le témoignage de ses collègues. Ils lui ont raconté la requête très particulière que les preneurs d'otages avaient formulée en fin de journée. Ils ont demandé au personnel de l'agence d'aller casser les coffres à leur place, en leur disant bon, maintenant elle est fatiguée, nous, ça fait depuis ce matin qu'on tape, maintenant un peu à vous. Et faites-le bien parce que nous, on va se reposer, il faut en ouvrir et on veut vous entendre taper. En réalité, les malfaiteurs avaient divisé les otages en deux groupes. Le premier au rez-de-chaussée de l'agence,
Le deuxième, au sous-sol, chargé de continuer à taper sur les coffres. Pendant ce temps-là, les malfaiteurs organisaient leur disparition. Ces fameux bruits, entendus pendant une demi-heure par certains otages, n'étaient pas ceux des outils des gangsters, mais des coups donnés par 4 ou 5 employés contre les parois, sur ordre du gang. Pendant ce temps, ils filaient par un tunnel de 50 cm de diamètre, entièrement moquetté, direction les égouts. C'était plus que des terrassiers. C'était plus que des terrassiers, c'était des ingénieurs, ces gens-là. Mais c'est pour ça qu'ils ont suscité tant d'admiration. Mais c'est parce que c'est des hommes de l'art. Alors après, on a dit, bon, ce sont des voyous, oui, certes, ce sont des voyous, mais quels voyous! Grâce aux témoignages des otages et aux premiers éléments de l'enquête, la police va comprendre très vite toute l'ingéniosité de ce plan soigneusement élaboré. Selon M. Broussard, les casseurs avaient commencé il y a 3 mois à creuser un tunnel de 1 mètre de haut entre l'égout principal et le sous-sol de la banque, c'est-à-dire sur une 50aine de mètres. Une cheminée étroite mais suffisamment large pour laisser passer un homme partait ensuite de ce tunnel vers la chaufferie de la banque. M. Broussard le reconnaît, les truands devaient être parfaitement renseignés pour aboutir avec une telle précision dans ce local. À leur sortie de la banque, les casseurs ont marché sur une distance d'au moins 700 mètres. On en voit encore les traces. C'est en découvrant peu à peu ces stratagèmes que la police commence à comprendre qu'ils ont eu affaire à de véritables professionnels et que ces professionnels n'étaient probablement pas tout seuls. Quand on descend dans les égouts, on passe et on repasse devant cette porte en fer, je crois, qui avait été remarquablement dissimulée par de la boue. Ça veut dire que quelqu'un était à l'extérieur pour passer la boue. Je ne vois pas comment l'équipe qui est restée donc à l'intérieur du casse de la banque ont pu passer de la boue à l'extérieur de leur trou. Je me dis que pour que c'était été aussi parfaitement dissimulé, parce que c'était parfaitement dissimulé. La preuve, c'est que des gens expérimentés comme le GIPN ou le RAID sont passés et repassés et n'ont rien vu. Donc ça veut dire que bravo l'artiste.